Le kiosque d'Europe 1 est ouvert maintenant avec nos chroniqueurs en pleine forme déjà de bon matin. Ils ont déniché les histoires d'actualité du jour. Ils lisent la presse, regardent la télévision pour vous. Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour l'économie et Guillaume Janton, notre nouveau guide spirituel pour la télévision. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux. Et ce matin, pas de titre commun dans vos journaux. À chacun sa une, Libération nous remémore Hiroshima. 70 ans après l'explosion, les ultimes survivants témoignent de l'horreur et nous démontrent que la course folle peut conduire à la perte totale, d'où ce titre de Libé. Si l'humanité oublie, elle périra. La Croix montre en une que rien n'est jamais perdu. Il y a 1 an et demi, on lançait un cri d'alarme en Afrique avec Ebola. Aujourd'hui, l'épidémie a été stoppée et on peut même caresser l'espoir que le virus sera sous contrôle, éradiqué grâce à un vaccin qui est testé en ce moment auprès de milliers de personnes en Guinée. Dans le Figaro, ce n'est pas l'été qui sera chaud, mais l'automne qui s'annonce brûlant. C'est en terre politique que ça se passe, oui. Après un petit répit estival, eh bien la bataille va reprendre de plus belle pour les candidats à la primaire à droite. Le journal fait le tour des prétendants pour savoir comment ils se préparent à cet objectif de novembre 2016. Passage normalement obligé pour la présidentielle. Enfin, parole de Parisien, il n'y a plus de saison, ma petite dame. De quoi parle-t-on dans la capitale? D'un phénomène donc du mois d'août, mais qui n'est plus respecté, comme la météo qui parfois déraille. Eh bien là, c'est pareil. Les automobilistes parisiens haussiens sont perdus et grincheux depuis le début de la semaine, peut-on lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Jusque-là, pour les courageux du mois d'août, il y avait au moins cette petite compensation du stationnement gratuit. C'est terminé cette année. Du coup, ras-le-bol, titre le journal. Il y a déjà eu la hausse des tarifs et maintenant, on paie tout le temps. À la une des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin? Alors c'est une histoire de maison pas comme les autres que l'on retrouve dans le Maine-Libre ce matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le château de Guédelon dans l'Yonne. Ça vous dit rien? Eh ben, c'est le défi que se sont lancés une cinquantaine d'ouvriers de construire un château fort médiéval avec les techniques de l'époque. Ça fait plusieurs dizaines d'années déjà qu'ils sont en pleine construction. Allez visiter le lieu, c'est absolument magique à voir. Petite parenthèse, en tout cas c'est le même défi que s'est lancé Guillaume Chausson, en un peu moins pharaonique toutefois. Ce trentenaire, lui, souhaite construire juste une maison médiévale, sa maison, à Tresson dans la Sarthe. Impensable pour celui qui a été formé auprès des compagnons du devoir d'habiter dans une maison classique, moderne. Alors lorsque ses parents lui offrent un peu plus de 3 hectares de terrain, il n'a que 21 ans, mais il y construit son premier foyer, juste une petite maison à colombage de 50 mètres carrés. Mais très vite, il s'y sent un peu à l'étroit, il rêve de manoir, de son manoir qu'il ne trouve pas. Et c'est tout naturellement qu'il va donc décider de le construire. C'est complètement plus simple. Il récupère les pierres dans les champs près de chez lui, fait venir 350 tonnes de sable depuis une carrière. Il n'utilise ni chaux ni ciment. Les mesures sont d'époque. On parle ici de pieds ou bien encore de coudées. À la fin des travaux, dans 5 ans, cette maison devrait faire 165 mètres carrés, même s'il compte déjà l'agrandir un peu plus tard. Entre ses murs, dans un premier temps, 4 cheminées, une cave, des toilettes, enfin des latrines, évidemment. Ce projet ne devrait pas excéder 120 000 euros. Patrick, est-ce qu'on sait s'il fait des douves, des herses, tout ça? Pour le moment, c'est pas prévu. Ce n'est pas un il n'a pas de château chauffage, fort. il n'a pas l'eau courante, il n'a pas... Ah bah c'est le Moyen-Âge. Et il s'habille comme à l'époque. Ouais, il faut avoir quand même la foi. 5 ans de travaux au minimum, aller chercher les pierres dans les champs juste à côté pour construire sa maison. Il a la petite maison à colombage quand même en attendant. Oui, voilà, c'est ça quand même. Merci Jeanne Daudet. La presse internationale maintenant avec vous, Samuel Etienne. Oui, je vous emmène aujourd'hui au Chili. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 5 août 2010. Un drame au Chili qui allait durer 69 jours. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était pas les mineurs Oui, les mineurs. Gagner les mineurs. d'Atacama. Exactement, le 5 août 2010, une mine s'effondre dans le désert d'Atacama au Chili, emprisonnant effectivement 33 mineurs qui vont rester plus de 2 mois sous terre, dans l'obscurité, la chaleur, l'humidité. Et à l'issue d'une incroyable opération de sauvetage, au bout de 69 jours, les mineurs étaient remontés un par un grâce à un tube plongeant dans les entrailles de la Terre en direct à la télé. On a estimé que plus d'1 milliard de téléspectateurs Ils à avaient l'époque. tous des lunettes de soleil, je me souviens. Et oui. Pour s'habituer. Exactement. Et si l'événement fait de nouveau la une aujourd'hui de la presse chilienne, d'El Mercurio notamment, c'est parce que 5 ans après sort
aujourd'hui, ce mercredi, au Chili, le film, la super production qui raconte cette incroyable histoire, avec notamment, excusez du peu, pour le casting, Antonio Banderas, Juliette Binoche et Martin Sheen. Le film a été tourné dans une vraie mine, à quelques kilomètres seulement de celle où ont été ensevelis les 33 mineurs. Ça m'avait un peu échappé, mais le film ne sort pas encore en France. Non, il n'y a pas de date pour la France. Les États-Unis, ce sera novembre, mais au Chili, c'est aujourd'hui. Oui. Et ces 33 mineurs, alors, que sont-ils devenus ? En fait, on le sait, on ne peut pas dire que l'après-tragédie fut très heureuse pour eux. À l'époque, ils ont été fêtés comme des héros, ils ont reçu un petit peu d'argent, ils ont été invités à quelques voyages, et puis très vite, plus rien. Impossible pour eux de retourner dans la mine. La plupart prennent beaucoup de médicaments, d'anxiolytiques, de somnifères. Ils attendaient des réparations, des dédommagements. À l'époque, une commission parlementaire avait d'ailleurs jugé les propriétaires de la mine responsables au vu des manquements à la sécurité. Mais il y a 2 ans, et à la surprise générale, la justice chilienne a classé l'affaire. Rien du tout. Aujourd'hui, les 33 vivent avec une indemnité de 420 € par mois, qui leur est versée depuis 9 mois seulement. Ils se sont tous retrouvés à la fin du tournage de ce film qui sort aujourd'hui. Ils espèrent maintenant toucher quelques droits sur leur histoire si ce film, intitulé Les 33, tout simplement, a la bonne idée d'être un succès au box-office. Voilà, et on patientera pour le voir donc dans quelques mois, ce film avec Banderas, Binoche et Martin Sheen. Merci Samuel Etienne. À la une de l'économie, Emmanuel Dutheil, c'est le petit oiseau sur les réseaux sociaux qui perd des plumes. Oui, on va parler de Twitter ce matin. Vous savez, c'est ce fameux réseau social où l'on raconte en 140 signes sa vie, où l'on poste des informations comme en ce moment Europe 1 Matin avec le hashtag E1 Matin, où l'on sait que Jeanne Daudet a cherché à joindre le président des agriculteurs du Finistère le 23 juillet dernier, où Samuel Etienne remerciait il y a 11 heures un fan de l'avoir félicité pour son excellente prestation hier soir au 19-20 de France 3, bravo Samuel, et où Patrick Roger nous mettait l'eau à la bouche le 21 juin dernier avec un poulet rôti qui avait l'air délicieux. Bref, Twitter, c'est ce réseau social, pas toujours passionnant, mais dont on parle quand même de plus en plus. C'est un outil de communication important pour les politiques, qui au passage ne tweetent pas tous par eux-mêmes, bien loin de là. Mais le problème, c'est que Twitter stagne et n'arrive plus à gagner de nouveaux utilisateurs. On est un petit peu plus de 300 millions de personnes à utiliser aujourd'hui Twitter dans le monde et seulement 2 millions en France. L'action Twitter est au plus bas depuis son introduction en bourse en novembre 2013. Rien que sur la dernière semaine, elle a perdu près de 15% de sa valeur. Vous pouvez lire ça notamment ce matin dans Le Parisien et Les Échos. Oui, alors pourquoi Twitter stagne et ne gagne plus de nouveaux utilisateurs ? Assez simplement, ils ont des concurrents très sérieux. Les jeunes préfèrent maintenant Snapchat. Vous savez, ce réseau social, c'est plus rigolo. Voilà, qui permet logiquement d'envoyer des photos qui normalement s'autodétruisent une fois vues. Photos et vidéos, et des petites vidéos. Photos et petites vidéos. Sans le connaisseur. Facebook reste une vraie machine de guerre également. C'est un gros concurrent. Et puis de façon épisodique, des petits nouveaux comme Periscope qui permet là de se filmer en direct font de l'ombre à Twitter. Le réseau social est en plus considéré comme plus élitiste d'une certaine manière parce que l'utilisation du site reste quand même assez compliqué, comme le note Le Parisien. On ne peut pas hiérarchiser les messages, par exemple. Beaucoup n'y voient pas d'intérêt parce que c'est un fil de messages dont on n'arrive pas à savoir véritablement ce qui ressort. C'est moins facile que sur d'autres sites comme Instagram de poster des photos ou des vidéos. Du coup, Twitter est en panne et ça pose un gros problème puisque le site peine également à gagner de l'argent, d'où les inquiétudes des investisseurs relayées ce matin dans la presse française. Instagram qui cartonne pas mal quand même aussi. Et qui appartient à Facebook. Et qui appartient aussi à Facebook. Et puis Snapchat effectivement qui fait un carton. Ça vous passionne, disons, Snapchat. Snapchat, c'est le phénomène Snapchat de poulet. Vous êtes sur Snapchat ? Je ne suis pas encore sur Snapchat, mais je vois effectivement. Vous n'êtes pas très actif. Regardez du côté Twitter. des jeunes. Regardez, non, c'est vrai. Regardez du côté des jeunes, ça fait un carton absolu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus fun que Twitter. Allez. Est-ce que c'est fun du côté de la télévision ? C'est très fun ce soir. Oui. C'est des barres de rire. Qui est la taupe ? Alors, qui est la taupe ? Sur M6. Absolument. Alors tout d'abord, vous savez tous ce que c'est qu'une taupe. C'est une personne infiltrée dans une équipe qui balance des informations compromettantes sur ses petits camarades pendant qu'ils ont le dos tourné. N'est-ce pas Samuel ? Eh bien, le concept de qui est la taupe, ce sont 10 candidats en Afrique du Sud qui doivent coopérer pour gagner jusqu'à 100 000 €. Problème, parmi eux se cache une taupe qui fait tout pour faire échouer le groupe. Alors ce soir, c'est la grande finale, ils ne sont plus que 5 et comme dirait le présentateur Stéphane Rothenberg, il va se passer beaucoup de choses lors de cette finale. Et oui, avec au programme une élimination dès le début de la soirée, un voyage surprenant dans un train façon Orient Express, mais aussi une épreuve dans laquelle les candidats vont devoir sonder les passants sud-africains pour tenter de localiser un lieu secret. Le problème, c'est que certains participants, comme Laurent, ne sont pas très à l'aise dans la langue de Shakespeare. À mon avis, à l'école, il a fait anglais LV12, ce Laurent. Excuse me. Where is the square? Where is it? Who is it? Marshalltown.
is the DSTV ad? I don't speak English. Je maîtrise pas l'anglais, je parle pas l'anglais et eux parlent pas le picard. Donc on est mal. C'est quand même pas de bol. Le type, il est en Afrique du Sud et il trouve pas une seule personne qui parle le picard couramment. C'est dingue ça. Bon, sinon, tout au long de cette finale événement, les candidats vont recevoir des tas d'indices pour tenter de découvrir qui est la taupe. Une question qui les obsède à tel point que dès qu'ils reçoivent un indice, ils se lancent dans des théories complètement farfelues. Ici, par exemple, Kevin reçoit une photo d'un loup et écoutez bien ce qu'il en déduit. Par déduction, j'aurais tendance à associer le loup à Muriel. Muriel, elle a les cheveux gris tout en avant, enfin, elle a un peu une coiffure de loup. Et oui, la fameuse coiffure de loup, bien connue de tous les coiffeurs visagistes. Bref, il faut regarder la finale de Qui est la taupe parce que c'est une émission bien produite avec un concept audacieux qui renouvelle le genre du jeu d'aventure. Alors ce soir, tous devant M6 pour enfin connaître la réponse à cette question que tout le monde se pose depuis 5 semaines. Qui est la taupe ? Voilà, c'est tout. Merci Guillaume Janton pour ce programme télévisé donc ce soir. Merci à vous pour le kiosque.